10 000 $ pour que tu prétendes être mon fiancé pendant une semaine. Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'argent. J'avais une semaine pour prouver que j'avais un fiancé, ou je perdais tout. Alors j'ai pris les derniers 10 000 $ qu'il me restait et je les ai proposés à un mécanicien étranger que j'ai trouvé dans la rue. Il était magnifique, trop magnifique, et semblait avoir besoin d'argent. Pendant cette semaine, le pauvre mécanicien m'a fait me sentir plus riche que tout l'argent du monde ne pourrait l'acheter. Jusqu'au jour où il s'est présenté à la veille de Noël et que j'ai découvert qui il était vraiment. Comme s'il y avait du plomb, il semblait conspirer contre elle, en vain pour l'éviter. Elle pressa le tissu du manteau contre sa poitrine, sentant le volume rectangulaire des billets. 10 000 $, ce n'était pas seulement de l'argent. Cette pile de billets représentait la liquidation finale de tout ce qui restait de dignité et de sécurité dans sa vie. C'était le collier de sa mère, vendu ce matin-là dans une maison de prêt sur gage à la réputation douteuse. C'était le solde nul de son compte d'épargne. C'était le fonds d'urgence qui aurait dû la sauver si la Galerie Fontaine, le dernier héritage de son père, était englouti par les requins de l'immobilier. Roberto, avec son sourire aux dents trop blanches et à l'âme trop petite, avait été clair au déjeuner de la veille. La clause du contrat était irréfutable. La galerie avait besoin d'une gestion familiale stable pour renouveler l'assurance et empêcher l'exécution de la dette avant le nouvel an. En termes pratiques et dans la langue vipérine de Roberto, cela signifiait qu'une femme seule et endettée était un risque d'investissement. Il voulait la galerie, ou il voulait Milena comme un trophée à son bras pour sauver l'affaire. Le chantage émotionnel était aussi subtil qu'une gifle. Elle avait une semaine pour prouver qu'elle avait un partenaire, un avenir, une stabilité, où elle perdrait le toit et l'histoire de sa famille. Milena s'arrêta devant le reflet d'une vitrine. Ses yeux étaient profonds, son maquillage peinant à cacher les nuits blanches. Elle avait besoin d'un miracle, mais en l'absence d'intervention divine, elle décida d'acheter une solution. Le plan était insensé, né du désespoir d'embaucher quelqu'un à 3 heures du matin. Un acteur, un mannequin, n'importe qui capable de porter un costume, de sourire au bon dîner et d'intimider Roberto par une présence masculine criant « Protection ». Mais l'agence de luxe demandait 3 fois ce qu'elle possédait. Il restait une chance, il restait la folie. Elle marcha sans but vers l'Orla du Queens, là où les ateliers mécaniques et les étals industriels remplaçaient le glamour décadent du centre-ville. Sa voiture, une vieille berline qui sentait la fumée noire, choisit ce moment précis pour mourir. Le moteur s'étouffa, trembla et fit silence. Milena frappa sa tête contre le volant, retenant ses larmes. C'était l'univers qui se moquait d'elle. Elle sortit de la voiture, la vapeur s'élevant du capot, et regarda autour d'elle. Il y avait un bureau au coin avec la porte entr'ouverte, et il y avait un homme. Il n'était pas à l'intérieur du bureau, mais sur le trottoir d'à côté, penché sur le moteur ouvert d'une voiture de sport vintage qui semblait avoir connu des jours meilleurs. L'homme était en sous-vêtements, sa chemise en lin, qui aurait dû être blanche, était désormais tachée de graisse noire et de sueur. Il parlait à voix basse, dans une langue gutturale et rythmique que Milena ne reconnaissait pas, tout en utilisant une clé anglaise avec une force qui faisait bander les muscles de ses bras et de son dos sous le tissu fin. Zayn al-Hamad passa sa main sur son front, laissant une traînée d'huile sombre sur sa peau tannée. Il était furieux, mais, paradoxalement, c'était la première fois depuis des mois qu'il se sentait vivant. Il s'était enfui de l'hôtel Plaza 2 heures plus tôt, s'échappant par la sortie de service de la cuisine pendant que ses gardes du corps, la garde royale de Zara, discutèrent des protocoles de sécurité dans la voiture. Il avait besoin de respirer. Il avait besoin de quelque chose de réel. La voiture, une relique qu'il avait achetée par impulsion lors d'une vente aux enchères anonyme ce matin-là, était tombée en panne à 3 kilomètres du garage. Parfait. Il pouvait résoudre un problème mécanique, les problèmes d'État, les traités commerciaux, et un père roi exigeant qu'il retourne au désert pour un mariage politique avec une cousine qu'il n'avait pas vue depuis l'enfance, étaient des problèmes qu'aucune clé anglaise ne pouvait réparer. Le moteur de la classique était têtu, sale, complexe. Zayn sourit, sentant l'essence et la liberté. Il n'était pas son Altesse royale, le prince héritier, le faucon de l'Orient. Là, il n'était qu'un homme essayant de faire fonctionner une machine. « Excusez-moi »
La voix féminine le sortit de sa transe. Zayn se tourna lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon immonde. La femme, debout à 2 mètres, ressemblait à un oiseau effrayé sur le point de s'envoler. Elle était belle, remarqua-t-il immédiatement, mais d'une beauté fatiguée, tendue. Ses chaussures étaient poussiéreuses, et elle tenait son sac contre son corps, comme s'il s'agissait d'un bouclier. « L'atelier est fermé, si c'est ce que vous cherchez, » dit Zayn, sa voix sortant plus rauque que d'habitude, l'accent britannique de son éducation à Oxford, masqué par la fatigue. Il attendit qu'elle le reconnaisse. Cela arrivait toujours. Le regard d'étonnement, la révérence désorganisée, la demande de selfie. Mais ses yeux ne firent que balayer ses vêtements sales, la graisse sur son visage, la voiture démontée. « Je ne veux pas réparer ma voiture. Je veux dire, elle est tombée en panne là-bas. Mais ce n'est pas ça. » Milena déglutit à sec. Son cœur battait si vite que ses côtes lui faisaient mal. Elle regarda cet homme, grand, les épaules larges, une mâchoire qui semblait avoir été sculptée dans le granit, des yeux sombres et pénétrants qui l'évaluaient avec une intelligence dangereuse. Il semblait dangereux, mais surtout, il semblait être quelqu'un qui connaissait le travail acharné, quelqu'un qui avait besoin d'argent. Personne ne porterait une chemise aussi chère en étant couvert d'huile s'il n'en avait pas besoin, pensa-t-elle, commettant l'erreur de jugement la plus coûteuse de sa vie. « Est-ce que vous travaillez ici ?» demanda-t-elle. Zayn regarda l'atelier décrépit derrière lui, puis ses propres mains sales. Un sourire ironique courba le coin de ses lèvres. « On pourrait dire que je suis temporairement occupé par la mécanique. » « Pourquoi ?» Milena prit une grande inspiration. C'était le moment. La folie prit le dessus. « J'ai une offre d'emploi. Ce n'est pas de la mécanique. C'est de la comédie. » Zayn haussa un sourcil, croisant les bras. La graisse tacha encore plus la chemise à $200, mais il s'en moquait. La situation était, pour le moins, inhabituelle. Habituellement, les offres que je recevais concernaient des fusions de compagnies pétrolières ou des traités de paix. De la comédie ? Regardez-moi, mademoiselle. Est-ce que j'ai l'air d'un acteur ? Vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin d'argent. Milena répliqua du tac au tac et regretta immédiatement sa franchise brutale. Elle vit ses yeux se rétrécir. Une soudaine froideur s'installer. Elle devait réparer cela. « Je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que je suis désespéré. Et vous avez le profil. » Le profil. Il fit un pas en avant, et Milena dut se forcer à ne pas reculer. Il émanait de lui une autorité naturelle qui ne correspondait pas à la graisse. Un mécanicien sale, un homme qui peut intimider, corrigea-t-elle. Quelqu'un de fort. J'ai besoin d'un fiancé. Le silence qui s'installa sur le trottoir ne fut rompu que par le son lointain d'une sirène de police. Zayn murmura, sûr d'avoir mal entendu. « Un fiancé ?» Il répéta le mot qui semblait absurde dans sa bouche. « Faux !» s'empressa de dire Milena, ouvrant son sac de ses mains tremblantes. « Pour une semaine. Seulement des dîners, un événement de Noël, et peut-être un déjeuner avec un avocat. Rien de physique. Absolument rien de physique. Tu as juste besoin d'être à mes côtés, d'être d'accord avec ce que je dis, et de regarder méchamment un homme nommé Roberto. » Zayn ressentit une envie incontrôlable de rire. L'ironie était délicieuse. Lui, qui avait des femmes jetées à ses pieds à cause d'un titre, se faisait embaucher par une inconnue dans la rue pour prétendre être... Quoi ? Un mari trophée ? Et qu'est-ce que j'y gagne ? Demanda-t-il, décidant de jouer le jeu. Il voulait voir jusqu'où elle irait, laissant le plaisir inestimable de sa compagnie et d'affronter ce Roberto. Milena sortit l'enveloppe pâle. Ses mains tremblaient visiblement maintenant. Elle lui tendit le paquet. 10 000 $. En liquide. Pas de question, pas de taxes. 10 000 $. Tout ce qu'elle possède au monde. Dans les mains d'un étranger couvert de graisse. Avez-vous déjà été aussi désespéré ? Tellement au bord du gouffre que vous feriez n'importe quoi. Parieriez-vous tout sur quelqu'un que vous venez de rencontrer ? Dites-moi, d'où entendez-vous ce pari insensé maintenant ? Commentez votre ville, l'endroit où vous êtes, parce que nous devons traverser cette folie de Milena ensemble. Et si votre cœur s'est arrêté maintenant, laissez un like, parce que ce que cet homme est réellement va tout changer. Zayn regarda l'enveloppe. 10 000 $. C'était le prix d'une bouteille de vin qu'il avait ouverte au dîner de la veille, sans même la finir.
Pour son monde, c'était de la petite monnaie. Mais il regarda le visage de Milena. Il vit la peur brute, l'épuisement dans les rides autour de la bouche, les vêtements de qualité, mais usés par un usage excessif. Il vit sa main, qui ne portait pas de bague, mais présentait les marques de quelqu'un qui portait des cartons et travaillait. Cet argent n'était pas superflu, c'était tout ce qu'elle avait. Il ressentit un étrange serrement dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la curiosité? De la compassion? Peut-être, mais par-dessus tout, il vit une opportunité. Le son de la sirène était plus fort. La presse devait fouiller la ville à la recherche du prince fugitif. Sa sécurité devait suivre son téléphone portable qu'il avait sagement laissé dans le coffre. S'il retournait à l'hôtel maintenant, la liberté était finie. Le devoir le ramènerait au trône et au mariage sans amour. Mais s'il disparaissait, s'il devenait le faux fiancé de cette femme anonyme, il aurait le déguisement parfait. Qui chercherait l'héritier du trône de Zara dans les bras d'une galeriste en faillite dans le Queens? C'était la cachette parfaite, visible de tous. Zane regarda l'enveloppe tendue. Puis, il regarda ses yeux bruns et suppliants. Il ne prit pas l'argent. Pas encore. 10 000 $, c'est beaucoup d'argent pour faire semblant d'aimer quelqu'un, dit-il, tâtant le terrain. C'est tout ce que j'ai, murmura Milena, sa voix faiblissant. La confession entre eux était lourde et douloureuse. S'il vous plaît, si je ne fais pas ça, je perdrai l'héritage de mon père. Je perdrai ma maison. J'ai juste besoin d'une semaine. Ensuite, tu prends l'argent et tu disparais. Tu n'auras plus jamais besoin de me revoir. Sa vulnérabilité fut le coup de grâce. Zane était habitué aux gens qui voulaient lui prendre quelque chose. Le pouvoir, l'influence, les relations. Elle offrait tout ce qu'elle avait juste pour une illusion de sécurité. Il y avait une noblesse dans ce désespoir qu'il respectait. C'était le même genre de devoir qu'il ressentait pour son pays, mais elle le portait seule, sans armée ni comptes bancaires infinis. Il essuya une fois de plus sa main droite sur le chiffon, enlevant l'excès d'huile, et prit l'enveloppe. Pas pour la valeur, mais pour sceller le contrat. Le poids du papier dans sa main semblait insignifiant comparé au poids qu'il vit quitter ses épaules. « Une semaine », dit Zane, sa voix prenant un ton plus sérieux, presque réel, avant qu'il ne se souvienne du rôle qu'il devait jouer. « Mais j'ai des conditions. » Milena cligna des yeux, surprise qu'il n'ait pas simplement pris l'argent pour s'enfuir. « Des conditions ? Je n'ai nulle part où loger, » mentit-il doucement. « Si je dois être ton fiancé, je dois être proche. Et je n'ai pas les vêtements appropriés pour des dîners avec des avocats. Est-ce que le forfait inclut le logement et un costume ?» Milena regarda ses vêtements sales. C'était logique. S'il était un mécanicien itinérant ou un chômeur, il n'aurait pas de smoking. « Oui, bien sûr. Tu peux rester dans la chambre d'amis. Et je m'occuperai des vêtements. J'ai une carte de crédit qui n'a pas encore explosé. Nous avons donc un accord. » Zane tendit la main, désormais raisonnablement propre. « Quel est le nom de ma fiancée ?»« Milena. Milena Fontaine. » Elle lui serra la main. Sa peau était chaude, rugueuse et poilue, et la poigne était ferme, assurée. Un courant électrique remonta dans son bras, un avertissement instinctif qu'elle venait de faire entrer un prédateur dans la maison. Mais elle l'ignora. Le soulagement d'avoir un allié était plus grand que la peur. « Et le vôtre ?» Zane hésita une fraction de seconde. Il ne pouvait pas utiliser son vrai nom, mais mentir complètement semblait malhonnête devant son sacrifice. « Zane, dit-il, omettant le surnom dynastique qui ouvrirait des portes sur n'importe quel continent. Juste Zane. D'accord. Juste Zane. » Milena lâcha sa main, se sentant soudain bête. L'adrénaline retombait. « La voiture est là. La mienne, pas la vôtre. Nous pourrons appeler une dépanneuse pour la vôtre plus tard. Nous devons y aller. Le premier dîner est demain, et vous avez besoin d'un bain et d'une coupe de cheveux avant que j'aie le courage de vous présenter comme un magnate du pétrole ou quelque chose comme ça. » Zane rit, un son grave et riche qui poussa Milena à le regarder à nouveau avec curiosité. « Magnate du pétrole ? C'est un cliché terrible, Milena. Travaillons sur une meilleure histoire de fond. Peut-être qu'un investisseur dans les énergies renouvelables est plus moderne. » Il s'avança vers sa voiture, sa posture changeant subtilement. Même sale, il marchait comme si l'asphalte brisé était un tapis rouge. Milena secoua la tête, essayant de chasser le sentiment étrange que cet homme était trop grand pour l'histoire qu'elle avait inventée.
Elle monta côté passager, tandis qu'il ouvrait le capot de sa voiture. En 2 mouvements précis et une pression sur un câble desserré, le moteur de la vieille berline rugit à nouveau. Zane ferma le capot et la regarda à travers le pare-brise, la graisse sur son visage incapable de cacher l'éclat d'amusement dans ses yeux. Il monta dans la voiture, occupant tout l'espace avec ses larges épaules et cette odeur de danger et d'essence. « Allons-y, marié, dit-il, enclenchant la première avec une aisance que sa voiture n'avait jamais connue. « Emmène-moi dans ton monde. Voyons s'il est aussi effrayant que celui de Roberto. » Alors que la voiture s'éloignait de l'Orla, laissant derrière elle le bureau et la réalité sécurisante, Zane regarda dans le rétroviseur. Personne ne le suivait. Pour la première fois de sa vie, il était complètement hors de la carte. Il toucha l'enveloppe dans sa poche. 10 000 $, le prix de sa liberté. Il regarda Milena, qui comptait mentalement les jours sur le calendrier de son téléphone, et se promettait qu'elle ferait en sorte que chaque centime de cet investissement désespéré en vaille la peine. Elle voulait un faux marié. Il lui offrirait une performance digne d'un roi. La lumière fluorescente de la cabine d'essayage d'un grand magasin bourdonnait avec une insistance irritante, un contraste saisissant avec le silence luxueux auquel Zane était habitué. De l'extérieur du rideau synthétique, il entendait le piétinement nerveux de Milena et le froissement des sacs en plastique. Elle essayait de transformer un mécanicien en prince avec un budget qui suffirait à peine à payer les boutons de l'une de ses chemises habituelles. L'ironie était délicieuse, presque aussi palpable que le tissu rugueux du costume en polyester qu'elle lui avait fourré dans les bras quelques minutes plus tôt. « Zane ?» Sa voix tremblait de l'autre côté du tissu. « Est-ce que la taille 42 convenait ? Si tu es serré aux épaules, ne respire pas trop profondément. Nous n'avons pas d'argent pour une retouche d'urgence. » Zane regarda son propre reflet dans le miroir taché. Le gris cendre terne était une insulte à la couture, avec des coutures qui tiraient et une coupe qui essayait, sans succès, de contenir sa structure physique. Il soupira, un sourire courbant le coin de ses lèvres. Il enleva le costume bon marché avec l'efficacité de ceux qui sont pressés et ouvrit le sac de chiffon qu'il avait récupéré dans le coffre de sa voiture de sport gâtée. Là, plié avec une précision militaire, se trouvait l'un de ses propres costumes, un bleu nuit de chez Tom Ford, coupé sur mesure à Londres. Il s'habilla rapidement. Le tissu glissa sur sa peau comme une seconde couche d'autorité. Il ajusta ses poignets, sentant le poids familier des boutons de manchette en platine qui se cachèrent dans la poche de son jean, taché de graisse. Lorsqu'il écarta le rideau de la cabine, ce n'était pas seulement un homme qui sortait. C'était la royauté qui réclamait son espace. Milena se rongeait l'ongle du pouce, vérifiant le solde bancaire sur son téléphone lorsqu'elle ouvrit les yeux. Le téléphone glissa de ses doigts, tombant avec un bruit sourd sur le tapis usé. Elle cligna des yeux 1 ou 2 fois, comme si son cerveau refusait de traiter l'image. L'homme devant elle ne ressemblait pas au mécanicien qui sentait l'essence. Il semblait sorti de la couverture d'un magazine financier international ou d'un rêve fiévreux qu'elle n'osait pas faire. « Mon Dieu !» murmura-t-elle d'une voix rauque. Elle s'approcha, tendant sa main hésitante pour toucher le revers, mais s'arrêta en chemin, comme si elle craignait qu'il ne se transforme en fumée. Cette alternance de liquidation. La chute. Comment est-ce possible ? Zane saisit sa main avant qu'elle ne recule, la tenant fermement, ce qui lui fit retenir son souffle. « J'ai les épaules larges, Milena. » Parfois, le tissu abandonne tout simplement. Il lui mentit avec une douceur veloutée, ses yeux sombres brillant d'un amusement secret. Maintenant, à propos de l'étiquette. As-tu mentionné quelque chose sur le fait de ne pas manger la salade avec la cuillère à dessert ? Le trajet vers le manoir de Milena se fit dans un silence chargé d'électricité. Elle conduisait la vieille berline, les articulations de ses doigts blanches sur le volant, tandis que Zane regardait la ville défiler par la fenêtre, son esprit calculant des itinéraires d'évasion et évaluant des menaces qui n'existaient pas là-bas. Pour elle, le danger était l'échec social. Pour lui, c'était d'être découvert et traîné de force vers un trône dont il ne voulait pas. Lorsque la voiture s'arrêta devant la grille en fer du manoir, l'odeur du jasmin et de l'argent ancien envahit le véhicule. C'était l'odeur de la prétention. « Écoute !» Milena se tourna vers lui, la panique dilatant à nouveau ses pupilles. « Roberto sera là. Mes oncles seront là.
Ils sont comme des requins qui sentent le sang dans l'eau. S'ils posent des questions sur ta famille, dis qu'ils sont discrets. S'ils posent des questions sur l'argent, souris et change de sujet. S'il te plaît, Zane, toute ma vie est dans cette maison. Zane se pencha légèrement, envahissant son espace personnel, juste assez pour faire battre le cœur de Milena. Respire, Habib. Le mot arabe s'échappa avant qu'il ne puisse le contenir. Un trait de sa langue maternelle. Les requins n'attaquent que lorsqu'ils réalisent que la proie se débat. Ce soir, nous sommes les prédateurs. Ils sortirent de la voiture. L'entrée du manoir était éclairée par des torches qui projetaient des ombres longues et dansantes sur les invités. Le murmure des conversations s'arrêta brusquement lorsque le couple franchit le seuil. Milena redressa sa colonne vertébrale, s'accrochant au bras de Zane comme s'il s'agissait d'une ancre au milieu de la tempête. Et lui, à son tour, marchait avec une indifférence étudiée, cette sorte d'arrogance calme que l'argent récent ne peut acheter et que l'argent ancien met des générations à perfectionner. Roberto émergea de la foule comme une tache d'huile dans une eau propre. Il portait un smoking qui criait la cherté, un peu trop ajusté, tenant une coupe de champagne comme s'il s'agissait d'un sceptre. Ses yeux balayèrent Zane de haut en bas, cherchant le défaut, le fil lâche, l'hésitation. Milena, la voix de Roberto était profonde, chargée d'une fausse inquiétude qui donnait la nausée. Nous étions inquiets. Tu avais dit que tu amènerais un fiancé, pas que tu engagerais un mannequin pour l'événement. Où l'as-tu trouvé? Dans le catalogue d'automne? Zane sentit la main de Milena serrer son biceps, les ongles s'enfonçant à travers le tissu coûteux. Avant qu'elle ne puisse bafouiller une défense, Zane sourit. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un loup cherchant sa nourriture avant de griffer un lapin. Zane se présenta en tendant la main, mais pas pour saluer Roberto, mais pour prendre une coupe sur un plateau qui passait par là. Il ignora la main tendue de l'autre homme avec une élégance si brutale que Roberto resta paralysé. Et je crois que le terme que vous cherchez n'est pas mannequin, mais partenaire. Bien que je comprenne que dans votre domaine d'affaires prédatrices, la distinction soit déroutante. Un silence choqué tomba sur le petit cercle autour d'eux. Milena regarda Zane, les yeux grands ouverts. Il venait d'insulter l'homme qui détenait l'hypothèque de sa galerie, et il l'avait fait avec la tranquillité de ceux qui commentent la météo. Intéressant, Roberto reprit sa contenance, son visage devenant légèrement rouge. Et que fait un homme aussi éloquent de sa vie? Milena a mentionné quelque chose de vague sur les énergies, les investissements à risque. Elle fut coupée par Zane, faisant tourner le liquide doré dans la coupe. Je parie sur des choses que les autres considèrent comme perdues, comme des galeries sous-estimées, ou des personnes au potentiel inexploré. Pour sceller la performance, Zane plongea sa main dans la poche intérieure de sa veste. C'était le moment du grand geste que Milena avait écrit dans la voiture, bien qu'elle s'attendît à ce qu'il sorte une bague en zircone achetée à la pharmacie. Au lieu de cela, Zane sortit un petit sac de velours noir. « Je n'ai pas eu le temps de m'enivrer », dit-il en se tournant vers Milena, ignorant l'assistance. Sa voix descendit d'une octave, devenant rauque et intime. « Mais je l'ai vu, et je me suis souvenu de la couleur de tes yeux quand tu es en colère. » Il versa le contenu dans la paume de sa main. Ce n'était pas une bague, c'était un collier, une fine chaîne d'or blanc retenant une pierre solitaire. La gemme n'était ni un diamant ni une émeraude. C'était un saphir, d'un orange rosé rare et hypnotisant, brillant sous le lustre de cristal comme une braise vivante. C'était une petite pièce de la collection privée de sa mère qu'il portait comme un talisman. Mais là, à ce moment-là, cela semblait être le seul cadeau possible. Un soupir collectif parcourut la salle. « Magnifique bijou », dit la tante de Milena, ajustant ses lunettes. Le verre est bien ciselé, mais un homme âgé, M. Alencar, un expert en joaillerie à la retraite et ami de la famille, regarda la pierre comme s'il avait vu un fantôme. Il sortit son monocle de sa poche tremblante. « Ce n'est pas du verre », murmura Alencar, sa voix s'éteignant. « Le reflet, la couleur du lotus au coucher du soleil. Mon Dieu, on dirait l'une des pierres perdues de la collection royale de Zara. Jeune homme, d'où vient cela ?» Zane tourna lentement la tête vers l'expert. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas de supplication dans les yeux de Zane, seulement un commandement de fer, le poids de siècles d'autorité absolue, concentré en un seul instant.
Il porta son index à ses lèvres dans un geste presque imperceptible. Silence. M. Alencar déglutit à sec, devenant pâle. Il reconnut ce regard. Ce n'était pas le regard d'un acheteur, c'était le regard d'un propriétaire. « Pardon », murmura le vieil homme en reculant. « L'âge, mes yeux me trompent. C'est une belle réplique. Très bien faite. Synthétique, bien sûr. » Milena relâcha l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle regarda le collier dans sa main, puis Zane. Elle savait qu'Alencar ne se trompait jamais. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal contre les coutures de sa robe. Qui était cet homme? Le dîner fut servi à une longue table d'acajou, où les places étaient marquées par des cartons de calligraphie dorée et où la quittance était servie en entrée. Zane s'assit à la droite de Milena, ses mouvements fluides et précis. Il savait quelle fourchette utiliser, non pas parce que Milena le lui avait appris dans la voiture, mais parce qu'il dînait avec des chefs d'État depuis l'âge de 5 ans. Roberto, assis de l'autre côté, ne pouvait accepter la défaite initiale. Il but plus de vin qu'il ne le devait, et ses yeux brillaient de malice. « Alors, Zane » commença Roberto, sa voix assez forte pour faire taire les conversations parallèles. « Dites-nous, d'où venez-vous exactement? Votre accent est exotique, mélangé, presque comme si vous n'apparteniez à aucun endroit. »« J'ai grandi en voyageant », répondit Zane, coupant la viande avec une précision chirurgicale. « Le monde est petit quand on est curieux. Voyager ?» Roberto rit, un son désagréable. « Comme un routard, j'imagine, dormant dans des auberges, mangeant ce qui se présente. Milena, ma chère, j'admire ta charité, d'amener un vagabond à notre table. Ce doit être difficile pour lui de voir autant d'argenterie et de ne rien pouvoir emporter dans sa poche. » La table était plongée dans un silence absolu. L'offense planait dans l'air, dense et toxique. Zane s'arrêta, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Sa mâchoire se crispa, seule démonstration de la fureur qu'il se permettait de laisser paraître. Il était habitué aux ennemis politiques, aux meurtriers, aux intrigues tranchantes. Mais la méchanceté vulgaire de Roberto était un poison d'un autre genre. Il était sur le point de répondre, de détruire cet homme avec des mots qui le feraient pleurer, lorsqu'il sentit un contact. La main de Milena trouva la sienne sous la nappe. Ses doigts s'entrelacèrent avec une force désespérée, chaud et tremblant. « Tais-toi, Roberto, » dit Milena. Sa voix ne tremblait pas. Elle était froide, propre et tranchante comme du verre brisé. Roberto cligna des yeux, pris par surprise. « Quoi? Je jouais juste avec le garçon. »« Tu ne joues pas. Tu es l'homme petit et peu sûr de lui que tu as toujours été. » Milena se leva, tenant toujours la main de Zane, le forçant à la regarder. Elle ne regardait pas les invités, ni Roberto. Elle regardait Zane. Il y avait des larmes de colère dans ses yeux, mais son menton était levé. Son argent n'a pas d'importance. Son origine n'a pas d'importance. Zane a plus de dignité dans son petit doigt sale et graisseux que tu n'en as dans tous tes comptes bancaires offshore et dans tes costumes italiens. Il est ici parce que je l'ai choisi. Et si tu l'insultes encore, ce n'est pas lui qui partira. C'est moi. Et tu ne poseras jamais les mains sur ma galerie. » Zane observa son visage fasciné, tout au long de son temps en tant que prince héritier, entouré d'adultères et de simulateurs qui désiraient sa couronne ou sa fortune. Personne ne l'avait jamais défendu. Il était toujours le protecteur, le pourvoyeur, la cible. Mais il y avait cette femme, tremblante de peur au bord de la ruine financière, risquant le peu qu'il lui restait pour défendre l'honneur d'un mécanicien qu'elle connaissait à peine. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Zane, une barrière qu'il avait construite il y a des années pour se protéger des chasseurs de fortune. Il serra sa main en retour, sentant la texture de sa peau, la peau chaude, réelle. Roberto ouvrit la bouche pour riposter. Mais le regard que Zane lui lança cette fois n'était pas celui d'un loup, mais celui d'un monarque sur le point d'ordonner une exécution. « Je crois que la dame a été claire, » dit Zane, d'une voix basse, vibrant d'une menace qui fit frissonner les poils de la nuque de Roberto. « Mange ton dîner, Roberto, avant qu'il ne refroidisse, ou tu perdras ton appétit de façon permanente. » Roberto baissa les yeux, murmurant quelque chose d'inaudible, et attaqua violemment son assiette. Le dîner se poursuivit, mais la dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé irrévocablement. Milena se rassit, ses jambes tremblantes, son cœur battant à tout rompre. Elle lâcha la main de Zane, craignant d'être allée trop loin,
d'avoir rompu le contrat de la farce avec une émotion réelle. Mais Zeyn ne reprit pas sa main. Il garda sa main sur la sienne, le pouce traçant des cercles lisses et rassurants dans la paume de Milena, cachée sous la serviette en lin blanc. Un geste de réconfort, un geste de promesse. Et pour la première fois depuis qu'il avait fui le palais à la faveur de la nuit, Zeyn ne voulait être nulle part ailleurs au monde. Il regarda le profil de Milena, éclairé par les bougies, et réalisa, avec un choc terrifiant, que les 10 000 $ dans l'enveloppe dans sa poche étaient la chose la moins précieuse qu'il ait gagnée cette nuit-là. Le véritable pari venait de commencer. Le silence dans la voiture sur le chemin du retour vers la maison de Milena n'était pas vide. Il était chargé d'une électricité statique qui faisait paraître l'air plus dense. Zeyn conduisait la vieille berline de Milena avec la même habileté décontractée qu'il utilisait pour piloter ses supercars dans les dunes de Zara. Une main détendue sur le haut du volant, l'autre reposant sur la console centrale, à quelques centimètres de sa jambe. Milena regardait par la fenêtre, voyant les lumières de la ville défiler comme des néons, mais son esprit était piégé par l'image de sa main sur la sienne à la table du restaurant. Il l'avait défendue, non par obligation contractuelle, mais avec une rage qui semblait dangereusement réelle. Lorsqu'ils arrivèrent à la résidence, une vieille maison, héritage familial, qui sentait le bois et la lavande, la réalité financière de Milena entra en collision avec le fantasme de la soirée. La boîte aux lettres débordait d'enveloppes avec des alertes rouges de dernière minute. Zeyn observa la correspondance avec un soupir tremblant, mais ne dit rien. Il savait qu'offrir une aide financière directe à ce moment-là briserait la fierté fragile qui la maintenait debout. Le lendemain matin, la farce continua, mais le décor changea pour la petite galerie d'art au sous-sol. Roberto apparut tôt, comme un vautour qui sent le sang, ignorant l'humiliation du dîner précédent. Il entra, fermant l'impeccable rideau italien, contrastant avec les cadres miteux de l'entrée de la galerie. Zeyn, qui était au fond de la pièce, faisant semblant d'examiner une sculpture abstraite, alors qu'en fait, il calculait des itinéraires d'évasion au cas où la garde royale apparaîtrait, redressa sa posture. « Je suis venu faire une dernière offre, Milena, » dit Roberto, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Le délai de la banque expire dans 2 jours, mais j'ai conclu le contrat du siècle ce matin, une exportation massive de machines lourdes vers le Moyen-Orient. Le royaume de Zara modernise ses infrastructures, et mon entreprise a remporté l'appel d'offres. Je suis riche, Milena, plus riche que ton père ne l'a jamais rêvé. » Zeyn se figea. Ses yeux sombres, habituellement chauds lorsqu'il se posait sur Milena, devinrent 2 pierres d'obsidienne. Il connaissait ce contrat. Il avait été signé par un sous-secrétaire corrompu que son père, le roi, essayait d'expulser depuis des mois. L'ironie était amère. L'argent que Roberto utiliserait pour acheter Milena provenait indirectement des coffres de la famille de Zeyn. Milena croisa les bras, protégeant sa poitrine. « L'argent ne change pas qui tu es, Roberto, et cela ne change pas ma réponse. L'argent change tout. » Roberto rit, un son sec, sans humour. Il lança un regard de mépris vers Zeyn, qui était habillé d'un jean et d'une simple chemise blanche, les manches retroussées, révélant des avant-bras puissants et des taches d'encre de galerie. « Préfères-tu rester avec ce mécanicien? Un homme qui dépensera probablement les 10 000 $ que tu lui as donnés en Paris et en bière bon marché avant la fin du week-end? Il ne peut rien te donner, Milena. Moi, je peux te donner le monde. » Zeyn sentit l'enveloppe avec l'argent brûlé dans sa poche. 10 000 $, le prix d'un dîner décontracté pour lui, mais toute une vie pour elle. La colère monta dans sa gorge, froide et contrôlée. « Excusez-moi, » murmura Zeyn, avec une politesse qui sonnait comme le déclic d'une arme. « Je dois passer un coup de téléphone. » Il n'y avait pas de problème. Il sortit dans la petite cour à l'arrière de la galerie. Le vent froid de l'automne fouetta son visage, mais il ne le sentit pas. Il sortit son téléphone portable, un appareil crypté qu'il gardait éteint pour éviter tout pistage, ne l'utilisant que dans les cas d'extrême urgence. C'en était une. Il composa un numéro que seules 5 personnes au monde possédaient. « Assalamu alaikum, Votre Altesse. » La voix du vizir royal répondit dès la première sonnerie. « Annulez le contrat avec Hervé Holdings, immédiatement, » ordonna Zeyn, parlant dans son arabe natal, la langue roulant avec une autorité qu'aucun mécanicien n'aurait jamais eue. « Altesse,
Mais le contrat est dans la phase finale de... J'ai dit maintenant, Youssouf. Alléguez des irrégularités environnementales, un défaut de conformité. Inventez ce que vous voulez. Je veux les actions de la société au tapis avant midi, et je veux qu'ils sachent que l'ordre vient d'en haut. Zen raccrocha et regarda une feuille sèche tombée d'un arbre. Il venait de détruire l'empire d'un homme en 2 phrases. C'était un rappel du pouvoir qu'il fuyait, le pouvoir qui corrompait tout ce qu'il touchait. Mais pour la première fois, l'utiliser semblait propre, cela semblait juste. Lorsqu'il retourna à l'intérieur, la scène avait changé. La nièce de Milena, la petite Sofia âgée de 6 ans, était dans la galerie, accrochée à la jambe de sa tante. Roberto parlait encore de son brillant avenir lorsque son téléphone sonna. La sonnerie stridente coupa le monologue. Il répondit, impatient. « Quoi ?» La couleur quitta le visage de Roberto si rapidement qu'il sembla vieillir de 10 ans en 10 secondes. Comment pourrait-il être annulé? C'est impossible. J'ai des garanties. Qui a ordonné cela? Le cabinet royal. Le téléphone glissa des doigts de Roberto et tomba sur le tapis perçant, usé. Il regarda dans le vide, hébété. L'arrogance s'évapora, ne laissant qu'un petit homme tremblant. Sans un mot, il tourna les talons et quitta la galerie, titubant comme un ivrogne. Milena relâcha l'air qu'elle retenait, confuse. Que vient-il de se passer? Zeyn laissa tomber ses épaules, s'appuyant sur le pas de la porte, avec une innocence étudiée. Le karma est rapide dans cette ville, El Habib. La petite Sofia, étrangère à la guerre financière, courut vers Zeyn. Il s'accroupit, se mettant à sa hauteur. La connexion fut instantanée. Il y avait une pureté chez l'enfant qui rappelait à Zeyn la raison de sa fuite, la recherche de quelque chose qui n'était pas transactionnel. « Es-tu le petit ami de tante May ?» demanda la petite fille, avec de grands yeux curieux. « Pour l'instant, je suis le chanceux qui est à ses côtés, » répondit Zeyn en souriant. « Roberto a dit que tu n'avais pas d'argent pour m'offrir un cadeau de Noël. »« Sofia » réprimanda Milena, mortifiée. Zeyn rit, un son profond qui vibra dans sa poitrine. « L'argent, c'est du papier. Petite, qu'est-ce que tu veux vraiment? » « Un cheval, dit-elle sans hésiter. Un cheval blanc qui court plus vite que le vent. Zeyn cligna des yeux. Dans ses écuries privées, il possédait 12 purs sangs arabes d'un blanc pur. Considère que c'est fait. Un cheval blanc avec une selle en argent. Je te le promets. Milena tira doucement Sofia, l'éloignant. Quand la petite fille courut au fond de l'écurie pour jouer, Milena se tourna vers Zeyn, les yeux remplis de frustration. « Ne fais pas ça, Zeyn. Ne promets pas des choses que tu ne peux pas tenir. »« Je peux les tenir. Avec quoi ?» Sa voix se brisa. « Tu as les 10 000 $ que je t'ai donnés, et c'est tout. Un cheval coûte plus cher que ça. Entretenir un cheval coûte une fortune. Je sais que tu veux être gentil, et Dieu sait que tu as été incroyable avec Roberto, mais ne crée pas d'espoir en elle, et n'en crée pas en moi. Quand cette semaine sera finie, l'argent sera fini, et tu devras suivre ton propre chemin. » Zeyn fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. Son odeur, huile de moteur, bois de santal, et quelque chose d'indescriptiblement masculin l'enveloppa. « Penses-tu que ma valeur se résume à ce qu'il y a dans cette enveloppe? Ce n'est pas une question de valeur, Zeyn, c'est une question de réalité. Je suis fauché. Tu es un mécanicien talentueux, mais nous sommes 2 naufragés. Nous ne pouvons pas nous sauver l'un l'autre. » Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Milena avait donné la chambre d'amis à sa mère venue en visite, ce qui signifiait qu'elle et Zeyn devaient partager la suite principale pour maintenir la farce. Il y avait une barrière d'oreiller construite au milieu du lit du couple, un mur ridicule de plumes et de coton qui séparait 2 mondes. Zeyn était allongé sur le dos, regardant le plafond, écoutant la respiration rythmique de Milena à côté de lui. Il savait qu'elle était éveillée. « Milena ?» chuchota-t-il dans l'obscurité. « Et si je ne suis pas celui que tu crois ?» Il y eut une pause. Le froissement des draps indiqua qu'elle se tournait vers lui. « Es-tu un criminel ?» Sa voix trembla un peu, mais pas de peur. « Non. Es-tu marié ?»« Dieu, non. Jamais. Alors ça n'a pas d'importance. » Zeyn tourna la tête. Dans l'obscurité, son profil était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Plus belle que les palais de marbre, que les couchers de soleil dans le désert. Cela n'a pas d'importance si je pouvais résoudre tes problèmes, si je pouvais signer un chèque demain et rendre la galerie tienne pour toujours. Milena rit,
un son triste et doux. Elle tendit la main par-dessus la barrière d'oreiller, et ses doigts trouvèrent son visage. Sa paume était froide, sa peau brûlante. Si tu étais un homme riche, Zane, je ne t'aurais jamais regardé. J'aurais vu juste un Roberto de plus, un homme de plus essayant de m'acheter. Qu'est-ce que j'aime chez toi? Elle hésita, sa confession flottant dans l'air comme de la fumée. Tu es ici pour 10 000 $, mais tu agis comme si j'en valais des millions. Tu es réel. L'argent est un mensonge. Ces paroles frappèrent Zane comme un coup physique. Elle aimait l'homme, pas le prince. Elle aimait sa pauvreté parce qu'elle y voyait de l'honnêteté. S'il disait la vérité maintenant, qu'il était immensément plus riche que Roberto, qu'il pouvait acheter tout le pâté de maison avec la monnaie de sa poche, il ne serait pas le héros. Il serait le menteur. Il deviendrait exactement ce qu'elle méprisait, un homme riche jouant avec la vie des gens. Il tint sa main, qui reposait sur son visage, baisant doucement sa paume. Le geste était intime, dévastateur. Il sentit son pouls s'accélérer contre ses lèvres. « J'aimerais pouvoir être l'homme que tu vois », murmura-t-il. « Tu l'es », répondit-elle. Zane retira l'un des oreillers de la barrière. Milena ne recula pas. L'espace entre eux diminua jusqu'à devenir inexistant. Il pouvait sentir la chaleur de son corps rayonner à travers le fin pyjama de soie. La tentation d'oublier qui il était, d'oublier le trône, le devoir et le mensonge, était accablante. Il pencha ses lèvres, frôlant son front, descendant lentement, une promesse silencieuse que, peu importe le nom qu'il utilisait, ce sentiment était la seule vérité absolue dans la pièce. Milena ferma les yeux, s'abandonnant. Le contrat, l'argent, la galerie, tout disparut. Il n'y avait plus que son contact. Mais avant que ses lèvres ne puissent se rencontrer, un son aigu et insistant vint de l'étage inférieur. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée. Ce n'étaient pas des coups de courtoisie. C'étaient des coups lourds, autoritaires, des coups de ceux qui apportaient de mauvaises nouvelles ou des sommations légales. Zane durcit son instinct de protection immédiatement, remplaçant le désir. Il se dégagea du lit dans un mouvement fluide. « Reste ici », ordonna-t-il d'une voix basse et perçante. « Zane, qui est-ce à cette heure? Je vais découvrir. » Il mit rapidement sa chemise, descendant les escaliers dans le noir avec le cœur lourd. La bulle d'intimité avait éclaté. La réalité, crue et implacable, attendait de l'autre côté de la porte, prête à réclamer le prix de son pari. Et Zane avait la terrible prémonition que ces 10 000 $ ne suffiraient pas à payer ce qui viendrait ensuite. L'air froid de la nuit envahit la pièce dès que Zane déverrouilla la porte, balayant la chaleur et le parfum de jasmin que Milena avait laissé derrière elle. Le vieux bois craqua, protestant contre l'intrusion. Debout sur le seuil, éclairé par la lumière jaune du lampadaire, se trouvait Roberto. Il n'était pas seul. 2 hommes baraqués, vêtus de costumes bon marché, criaient « sécurité privée », l'encadrant comme des chiens de garde. Zane ne recula pas. Au contraire, sa posture changea instinctivement. L'épaule décontractée du mécanicien disparut. Sa colonne vertébrale se redressa, son menton se leva. C'était la posture qu'il adoptait aux réunions du conseil de guerre à Zara, un langage corporel conçu pour faire hésiter les généraux. « Vous avez 3 secondes pour retirer votre pied de ma propriété », dit Zane. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait la densité du plomb. Roberto rit, un son sec et sans humour, frappant lentement dans ses mains alors qu'il entrait sans invitation, forçant Zane à faire un pas en arrière pour ne pas avoir de contact physique. « Ta propriété ?» fredonna Roberto, regardant autour du salon avec un dédain indiscutable. Choix de mots intéressant pour un homme qui n'existe pas. Milena apparut en haut de l'escalier. Elle s'était habillée à la hâte d'une robe de chambre, tenant le col contre son cou avec les articulations de ses doigts blanchies par la tension. En voyant Roberto, tout le sang quitta son visage. « Que fais-tu ici, Roberto? Sors de chez moi. Je suis venu te sauver, ma chère, de toi-même et de ce criminel. » Roberto jeta une feuille de papier brun sur la table centrale. Le bruit sec résonna comme un coup de feu dans le silence de la pièce. « J'ai fait ce que n'importe quel ami concerné ferait. J'ai effectué une vérification d'antécédents sur ton fiancé. » Zane ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Il savait que ces empreintes digitales étaient inexistantes par dessein, protégées par les systèmes les plus sophistiqués du Moyen-Orient.
Mais pour un homme ordinaire comme Roberto, rien ne semblait être de sa faute. Et devine quoi? Les yeux de Roberto brillaient d'une malice victorieuse. Il n'y a aucune trace d'un Zane avec ce nom nulle part. Pas de numéro de sécurité sociale, pas d'uniforme de travail, pas d'historique de crédit. Il se tourna vers Zane, pointant un doigt accusateur. « Tu es un fantôme, ou plutôt un immigrant illégal. » Zane garda le visage impassible, bien que son esprit calcule des itinéraires d'évasion et des scénarios de limitation des dégâts. Si la police était appelée, ces empreintes déclencheraient une alerte rouge à Interpol, non pour crime, mais pour statut diplomatique. La presse le découvrirait, son père le découvrirait. La liberté prendrait fin. C'est ridicule. Milena essaya d'intervenir, descendant les marches, bien que sa voix tremblât. C'est un citoyen honnête. Il travaille au bureau de... C'est un immigrant que tu as ramassé dans le caniveau pour essayer de sauver ta galerie pathétique. Roberto explosa, perdant son sang-froid. Je connais les questions d'argent, Milena. Je sais que tu as pris tes économies, 10 000 $. C'était ça son prix. Pas cher. Zane fit un pas en avant, les poings serrés contre son corps. L'envie de casser le nez de Roberto était un chant de sirène pulsant dans ses veines. Fais attention à ton ton. Ou quoi? Roberto lui fit face, confiant dans la protection de ses brutes. Vas-tu m'attaquer? Fais-le, je t'en prie. Comme ça, la police arrivera plus vite. Il sortit son téléphone portable de sa poche. J'ai le numéro du service d'immigration. Une touche, et ils viennent te chercher. Déportation immédiate. Peut-être une cellule pour fraude avant cela. Milena se figea. La peur dans ses yeux n'était pas pour elle-même. Elle était purement, dévastateur-eumant, pour lui. Elle regarda Zane, les vêtements simples qu'il portait, les mains qu'il avait salies de graisse, et vit un homme vulnérable sur le point d'être écrasé par le système. Elle ne voyait pas le prince héritier. Elle voyait l'homme qu'elle aimait sur le point d'être détruit à cause d'elle. « Que veux-tu, Roberto ?» demanda-t-elle d'une voix éteinte. Roberto sourit, gardant son téléphone, mais le gardant bien en vue. « Simple. L'accord original. La galerie passe à mon nom demain matin. Et tu annules cette ridicule farce de fiançailles, et tu m'épouses. Nous fusionnons les entreprises comme ton père le voulait. » Jamais. Zane soupira. Elle n'est pas une marchandise. Le choix n'est pas le vôtre. Personne. Roberto soupira. Le choix est le sien. Il se tourna vers Milena, onctueux et létal. Tu as 2 minutes. Soit tu acceptes, soit j'appuie sur le bouton d'appel et ton petit ami passera Noël dans une cellule de détention avant d'être expulsé du pays. Le silence qui suivit était suffocant. L'horloge au mur faisait tic-tac, chaque seconde martelant la réalité de la situation. Zane regarda Milena. Il était sur le point de parler, sur le point de dire « Laisse-le appeler, je m'en occuperai. Je suis bien plus que ce qu'il imagine. » Il ouvrit la bouche pour détruire le déguisement et la sauver avec la vérité. Mais Milena parla la première. « D'accord. » Les 2 mots tombèrent entre eux comme des pierres. Zane cligna des yeux, étourdi, se tournant vers elle. « Milena, non, ne fais pas ça, il bluffe. Nous pouvons. » « Il n'y a pas de nous, Zane. » Elle le coupa. Sa voix était étrange, tranchante, dépourvue de toute la tendresse qui existait quelques minutes plus tôt dans la chambre. Elle ne le regardait pas. Elle fixait un poing sur le mur, comme si elle récitait un texte appris par la torture. Roberto a raison, c'est allé trop loin. Non. De quoi parles-tu? Zane fit un pas vers elle, mais s'arrêta lorsqu'elle recula, comme si son contact était toxique. L'accord, dit-elle froidement. C'était un contrat d'affaires. Je t'ai payé pour faire semblant. Le délai est dépassé. Zane eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Une douleur physique aurait été préférable. Il regarda dans ses yeux, cherchant le signal, le code secret qui disait « Je mens pour nous sauver ». Mais Milena était une actrice consommée quand la panique prenait le contrôle de la scène. Elle leva le menton, assumant le masque de la femme d'affaires pragmatique qu'il avait rencontrée le premier jour. « Milena, regarde-moi » demanda-t-il, sa voix rauque, abandonnant toute fierté réelle. Ce qui s'est passé là-haut, ce n'était pas un accord. C'était dans le feu de l'action, mentit-elle, et chaque syllabe était une lame déchirant sa propre gorge. J'étais désespérée, confuse, mais Roberto offre la stabilité. Il offre un véritable avenir. Tu.
Elle le regarda enfin, et ses yeux étaient glacés, durs. « Que peux-tu m'offrir, Zane ? Des réparations de moteur et des fuites devant la police. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin de ma galerie. » Roberto rit de satisfaction au fond de la pièce, croisant les bras. Fille intelligente. L'humiliation brûla Zane, montant depuis son cou. Ce n'était pas la flatterie de Roberto, c'était son rejet. La vieille blessure, celle qu'il portait depuis sa jeunesse, se déchirait à nouveau. La certitude que sans le titre et la fortune, il n'était pas suffisant. Que l'homme derrière la couronne ne valait pas la peine d'être aimé ou choisi. Il avait parié son cœur sur la conviction qu'elle était différente, qu'elle voyait son âme. Il s'était trompé. Zane se durcit. La transformation fut visible. La vulnérabilité s'évapora, remplacée par une armure aristocratique et impénétrable qu'il utiliserait toute sa vie pour survivre à la cour. « Je comprends », dit-il. La voix n'avait aucune émotion. C'était le désert pur. Milena sentit son cœur se briser en voyant le changement en lui. Elle voulait crier. Elle voulait se jeter à ses pieds et dire qu'elle l'aimait, qu'elle faisait cela pour qu'il ne soit pas arrêté. Mais le regard de Roberto sur eux était une gâchette. Elle devait terminer le travail. Elle devait le faire partir et ne jamais revenir pour son propre bien. Elle se dirigea vers le sac qui était sur le fauteuil. De ses mains tremblantes, qu'elle cachait en tournant le dos, elle sortit l'enveloppe pâle, l'enveloppe avec les 10 000 $, tout ce qu'elle possédait au monde, le rachat de sa vie, désormais transformé en paiement de démission. Elle se retourna et lui tendit l'enveloppe. « Voici le paiement convenu. 10 000 $. Prends-les. » Zane regarda l'enveloppe comme s'il s'agissait de déchets radioactifs. « Je ne veux pas de ton argent. Prends-le » cria-t-elle, sa voix faiblissant, le désespoir fuyant par les bords. « Un accord est un accord. Tu as fait ton travail. Maintenant, prends l'argent et sors de ma vie. Je ne veux plus jamais te revoir. » Le silence s'étira jusqu'au point de rupture. Zane la regarda profondément une dernière fois, cherchant toute trace de la femme qu'il avait presque embrassée. Il ne vit que la peur et la détermination. Lentement, avec des mouvements délibérés et élégants, il prit l'enveloppe de sa main. Leurs doigts ne se touchèrent pas. Le geste était définitif. « Tu commets une erreur, Milena, » dit-il à voix basse, pour elle seule. « Et je ne parle pas de la galerie. Tu vends ton âme pour la sécurité. Je te pensais plus courageuse. » Les mots la frappèrent comme une gifle, mais elle soutint son regard, se mordant l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du sang pour ne pas pleurer. « Adieu, Zane. » Il ne dit rien de plus. Il ne regarda pas Roberto. Il tourna les talons avec une dignité militaire et marcha vers la porte. Le vent froid s'engouffra à nouveau lorsqu'il ouvrit le passage, le saluant, apportant la tempête qui se formait dehors. Il partit dans la nuit, emportant avec lui l'enveloppe et la seule chance de bonheur véritable qu'ils aient jamais connue. La porte claqua. Le son fut définitif, comme la fermeture d'un cercueil. « Formidable, » dit Roberto, se frottant les mains, rompant le silence funèbre. « Demain tôt, l'avocat apportera le mariage et les papiers de transfert. N'essaie rien de drôle, Milena. Je te surveillerai. » Roberto fit un signe à la sécurité et partit, la laissant seule dans le vaste salon silencieux. Dès que le bruit de la voiture de Roberto disparut dans la rue, les jambes de Milena lâchèrent. Elle s'effondra au sol, son corps plié en deux par la douleur physique de la perte. Le cri jaillit violemment, convulsif, un son laid et brut qu'elle étouffa avec ses mains. Elle avait sauvé sa vie, elle en était sûre. Il était libre, avec de l'argent en poche pour recommencer quelque part au loin. Elle avait sacrifié son avenir, sa liberté et son cœur pour garantir que le mécanicien aux yeux gentils ne finisse pas derrière les barreaux. De l'extérieur, la pluie commença à tomber, épaisse et implacable. À l'intérieur de sa voiture, garée dans le coin sombre d'un pâté de maisons plus loin, Zane observait la maison à travers le rétroviseur. Ses mains serraient le volant en cuir, avec assez de force pour faire ressortir ses articulations blanches. L'enveloppe avec les 10 000 $ reposait sur le siège passager, intacte, ridicule. Il ramassa le téléphone crypté sur la console centrale. Ses doigts sales et graisseux tapaient maintenant un code que peu de personnes au monde possédaient. L'appel fut pris dès la première sonnerie. « Votre Altesse », dit la voix de l'autre côté, claire, respectueuse, venant d'un fuseau horaire où le soleil brillait déjà sur les dunes. « Préparez le jet », ordonna Zane.
Sa voix était d'un acier froid. « Et activez la garde royale. Je veux toute mon équipe de sécurité à New York dans 4 heures. Monsieur, s'est-il passé quelque chose? Le protocole de discrétion est terminé, interrompit Zane, regardant par la fenêtre de la chambre de Milena où la lumière venait de s'éteindre. J'ai essayé d'être l'homme dont elle avait besoin. Maintenant, je serai le roi qu'elle mérite. Et concernant la cible, monsieur, Roberto Vanzini? Les yeux de Zane s'assombrirent, reflétant les lumières de la ville comme des braises. Vanzini a fait une erreur de calcul. Il a menacé ce qui m'appartient. Je veux un audit complet de ses entreprises. Geler les biens, annuler les contrats. Je veux que lorsque le soleil se lèvera, il n'ait plus d'argent pour s'acheter un café. Compris, Votre Majesté. Autre chose? Oui? Zane regarda l'enveloppe sur le siège d'à côté. Préparez un contrat de mariage. Le vrai. Il raccrocha le téléphone et mit le moteur en marche. Le son de la voiture de luxe, qu'il avait lui-même réparée, déchira le silence de la banlieue. Il ne s'enfuyait pas. Il battait en retraite pour rassembler ses forces. La tempête de sable avait aveuglé tout le monde. Mais quand la poussière retomberait, Milena verrait exactement qui elle avait essayé d'acheter avec 10 000 $. Et Roberto découvrirait le véritable prix d'avoir insulté le lion de Zara. Zane accéléra, la voiture disparaissant dans la pluie, laissant derrière lui l'homme simple qu'il avait essayé d'être, embrassant le pouvoir implacable qu'il était né pour exercer. Le silence dans la petite chapelle de l'hôtel de ville n'était pas de la révérence. C'était le silence d'un enterrement. L'odeur de vieille cire et de bois poli imprégnait l'air, se mélangeant au parfum écœurant que Roberto utilisait en excès. Une tentative vulgaire de masquer la pourriture de son caractère avec des fragrances importées. Milena regarda le bouquet de fleurs blanches dans ses mains, remarquant comment les pétales commençaient déjà à se flétrir sur les bords, un miroir parfait de sa propre âme à ce moment-là. Elle avait froid, un froid qui ne venait pas de la climatisation bruyante du bâtiment administratif, mais d'un endroit profond à l'intérieur de ses os, là où l'espoir résidait avant qu'elle ne l'ait tué avec ses propres mots la nuit précédente. À côté d'elle, Roberto ajustait sa cravate avec un sourire présomptueux, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes. Il était pressé de signer les papiers, pressé de prendre la galerie, pressé de posséder ce qui restait de sa dignité. « Allons-y », murmura-t-il au juge de paix, un homme vieux et fatigué, qui semblait aussi malheureux d'être là que la mariée. « J'ai une réunion avec des investisseurs dans 1 heure. Le temps, c'est de l'argent. » Milena ferma les yeux. L'image de Zane envahit son esprit avec la force d'une marée vivante. L'odeur de graisse et de savon, le contact rugueux de ses mains, la façon dont il l'avait regardée quand elle avait menti, lui disant de choisir Roberto pour l'argent. Elle vit la lumière s'éteindre dans ses yeux, remplacée par un froid ancien et terrible. Elle l'avait brisé pour le sauver. La menace de déportation, de prison, de le voir figé et humilié parce qu'il était un immigrant illégal sans documents, elle ne pouvait pas le supporter. Le sacrifice de son propre avenir était un petit prix à payer pour garantir sa liberté. « Mademoiselle Milena ?» La voix du juge la ramena à la réalité grise. « Nous avons besoin de votre signature ici. » Le stylo semblait peser 1 tonne. Roberto fit claquer sa langue d'impatience et posa sa main sur son épaule. Le contact était possessif, lourd, faisant frissonner sa peau de répulsion. « Signe, ma chère, » chuchota-t-il, sa voix pleine d'un doux poison. « Pense à l'héritage de ton père. Pense à la façon dont ce mécanicien sale serait maintenant dans une cellule froide si tu n'avais pas été intelligente. » C'est alors que le sol trembla. Ce n'était pas une métaphore. Le plancher en bois givré sous ses pieds vibra physiquement, faisant grincer les fenêtres de la vieille chapelle dans leur coin. Un son profond, rythmé et croissant commença à dévorer le silence, venant d'en haut, du ciel, comme un coup de tonnerre qui refusait de cesser. « C'est quoi ce bordel ?» Roberto regarda le plafond, fronçant les sourcils. Le bruit augmenta jusqu'à devenir assourdissant. Le touac, touac, touac des pales, coupant l'air violemment. Des ombres géantes passèrent devant les hautes fenêtres, bloquant la lumière du soleil d'hiver. Le vent commença à hurler à l'extérieur, soulevant la poussière et les feuilles sèches qui frappèrent le verre. Avant que quiconque puisse réagir,
Les doubles portes au fond de la chapelle ne furent pas ouvertes. Elles furent enfoncées par des mains fermes et précises. Le vent envahit l'enceinte, faisant volter le voile de Milena contre son visage. Mais ce n'était pas le vent qui fit s'arrêter le cœur de Roberto. C'étaient les hommes qui entraient. 6 figures imposantes, non vêtues d'uniforme de police, mais de combinaisons tactiques noires, de gilets pare-balles et de bérets rouges avec des broderies dorées. Ils se déplaçaient avec une synchronisation létale, des armes de gros calibre contre la poitrine, les canons pointés vers le sol, mais prêts à se lever en une fraction de seconde. « Et qui êtes-vous? C'est une cérémonie privée !» cria Roberto, faisant un pas en avant, essayant de regagner l'autorité qui lui avait glissé entre les doigts. L'un des soldats, un géant aux yeux impassibles, leva la main, signalant le silence sans dire un mot. Ils s'alignèrent sur 2 rangées, créant une haie d'honneur au centre de la chapelle. L'air changea. L'atmosphère de bureaucratie bon marché s'évapora, remplacée par une gravité électrique, le genre de tension qui précède l'entrée des divinités ou des monarques. Et puis il entra. Milena lâcha le stylo. Il tomba au sol, roulant au loin, oublié. L'homme qui franchit les portes n'était pas le mécanicien qui réparait les moteurs avec ses mains sales. Il ne portait pas le jean usé ou la chemise blanche tachée d'huile. Il portait une robe blanche, immaculée, parfaitement ajustée, qui tombait à ses chevilles avec une élégance fluide. Sur ses épaules, un manteau noir aux bords dorés brillait sous les lumières de la chapelle, une cape d'autorité indiscutable. Sa tête était couverte par un goutrat blanc, maintenu par un agal noir, cachant les cheveux ébouriffés qu'elle aimait tant caresser, mais mettant en valeur les yeux. Ses yeux étaient les mêmes yeux d'ambre sombre, mais il n'y avait plus de chaleur en eux pour quiconque d'autre qu'elle. Pour le reste du monde, c'étaient 2 fentes de feu froid. Zane remonta l'allée. Ses pas ne faisaient aucun bruit, mais résonnaient dans la poitrine de Milena comme des tambours de guerre. Il dégageait un pouvoir si absolu, si indéniable, que le juge recula instinctivement de 2 pas, baissant la tête. C'est quoi ce non-sens? Roberto essaya de rire, mais le son sortit étranglé, trop aigu. Tu penses pouvoir louer un costume d'Halloween et envahir mon mariage, espèce d'immigrant de seconde zone? Je vais appeler l'immigration tout de suite. Pourtant, Roberto sortit son téléphone de sa poche. Zane ne ralentit même pas. Il s'arrêta à 3 mètres de l'hôtel, ignorant complètement Roberto, ses yeux fixés sur Milena. « Monsieur Vanzini veut passer un appel », dit Zane. Sa voix était calme, veloutée, mais elle portait l'autorité de siècles de lignage. L'accent américain avait disparu, remplacé par une diction aristocratique précise et tranchante. « S'il vous plaît, laissez-le appeler. Peut-être veut-il parler à ses avocats. Ils ont plus de nouvelles. »« Qui croyez-vous être » murmura Roberto, mais ses doigts tremblaient lorsqu'il essaya de déverrouiller l'écran. « Majesté !» dit le chef des soldats, frappant ses talons et faisant un salut rigide à côté de Zane. Roberto se figea. Le mot flotta dans l'air, lourd et impossible. « Majesté !» Zane tourna lentement la tête vers Roberto. Le mouvement était prédateur, comme un lion décidant si la proie valait l'effort de la chasse. « Je suis Zayn al-Din bin Walid, prince héritier de Zahra, gardien des sables de l'Orient, et malheureusement pour vous, l'homme que vous venez d'essayer d'extorquer. » Le téléphone de Roberto glissa de sa main, frappant le plancher en bois avec un bruit sec. Son visage se vida de toutes couleurs, devenant un masque de cire grise. Il regarda de Zane au soldat, puis la broderie dorée, et la réalité s'abattit sur lui comme une guillotine. Il n'avait pas menacé un mécanicien illégal. Il avait déclaré la guerre à un chef d'État. « C'est un malentendu, Majesté, » dit Roberto, la sueur perlant instantanément sur son front. « Je ne savais pas. » Milena, elle ne me l'a pas dit. « Tais-toi, » ordonna Zane. Ce n'était pas un cri, c'était un commandement bas, absolu. Roberto ferma la bouche si vite que ses dents s'entrechoquèrent. Zane fit un geste subtil de la main. Un homme au costume occidental impeccable, qui était entré discrètement derrière la garde, s'avança avec une tablette. « Roberto Vanzini », continua Zane, sa voix coupant le silence. « Pendant que vous essayiez de contraindre cette femme à un mariage frauduleux, mes auditeurs étaient occupés. Il semble que votre entreprise ait été construite sur un château de cartes de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. »« C'est un mensonge !» cria Roberto, désespéré.
La Banque centrale de Zara, qui détient 40% de votre dette d'entreprise par le biais de filiales, vient de faire exécuter les garanties, dit Zane, d'un ton ennuyé. Vos avoirs ont été gelés il y a 10 minutes. Vos investisseurs retirent leurs capitaux au moment où nous parlons. À cet instant, Monsieur Vanzini, le costume que vous portez vaut plus que le solde de tous vos comptes bancaires additionnés. Roberto recula en chancelant, s'appuyant sur l'autel pour ne pas tomber. Il était ruiné, détruit en une matinée sans que Zane ait besoin de lever le petit doigt. Zane se tourna enfin vers Milena. La furie contrôlée qu'il dirigeait contre Roberto disparut, mais l'intensité demeura. Il fit un pas vers elle, envahissant son espace personnel, apportant avec lui l'odeur du bois de santal et l'électricité qui avait toujours existé entre eux. Milena était paralysée, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle regardait l'homme qu'elle aimait, voyant le prince, mais cherchant désespérément le mécanicien. « Tu es une piètre menteuse, Milena, » dit-il, sa voix rauque, abaissant le ton pour qu'elle seule puisse l'entendre. « J'ai choisi l'argent, as-tu dit. L'amour ne paie pas les factures, as-tu dit. Je devais le faire, soupira-t-elle, sa voix faiblissant. Il allait vous faire arrêter. Il a dit que vous seriez déporté. Je ne pouvais pas les laisser vous emmener. » Zane leva la main, et pendant une seconde, Milena pensa qu'il était en colère. Mais il toucha juste son visage, le pouce essuyant une larme avec une délicatesse qui désarma toute la pompe de ses vêtements royaux. « Tu as essayé de protéger un lion d'un rat, » murmura-t-il, un sourire triste courbant ses lèvres. « Tu as sacrifié ton bonheur, ta liberté, tout ce que tu avais pour sauver un homme que tu pensais ne rien avoir. » Il plongea sa main dans ses vêtements royaux et en sortit un objet qui semblait déplacé au milieu de tant d'or et de soie. Une enveloppe brune, froissée et tachée d'huile. Le cœur de Milena s'arrêta. C'était les 10 000 $. Personne ne m'a jamais défendu sans vouloir quelque chose en retour, dit Zane, regardant l'enveloppe. Dans mon monde, tout le monde veut une part du prince, le titre, l'influence, l'argent. Tu as été la seule personne dans toute ma vie qui m'a regardé et n'a vu qu'un homme, et tu étais prête à tout perdre pour cet homme. Zane déchira l'enveloppe en deux. Le bruit du papier détruit fut plus fort que le bruit des hélicoptères à l'extérieur. Il la déchira encore et encore, jusqu'à ce que les 10 000 $, l'héritage de sa mère, la seule sécurité qu'elle possédait, tombent comme des confettis inutiles à leurs pieds. « L'argent n'a pas d'importance, » dit-il, écartant les morceaux de papier du pied. « La galerie est en sécurité. La dette a été payée par la couronne. Roberto passera les prochaines années à expliquer ses fraudes à la police fédérale. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. » Il prit ses mains. Ses mains étaient chaudes, fermes. Il plongea son regard dans ses yeux. « Je suis compliqué. Ma famille est difficile. Mon pays est chaud et plein de règles que tu détesteras au début. Mais je te promets que tant que je respirerai, personne n'essaiera plus jamais de t'acheter, parce que tu n'as pas de prix. » Il souleva la chaîne improvisée. « Tu m'as engagé pour 10 000 $ pour être ton faux fiancé. Le contrat a expiré. Maintenant, je m'offre gratuitement pour être le vrai. Milena, acceptes-tu l'homme avec tous les défauts qui vit sous cette couronne ?» Milena rit au milieu des larmes, un son qui brisa le sort solennel de la pièce et ramena la lumière du soleil. Elle tomba à genoux devant lui, ignorant le protocole, ignorant la robe, ignorant tout. « J'accepte le mécanicien, » dit-elle, tenant son visage dans ses mains. « Le prince n'est qu'un bonus. » Zane sourit, ce sourire dévastateur qui avait fait basculer son monde le premier jour. Il n'attendit pas. Il l'embrassa là même, sur le sol de la chapelle. Un baiser qui avait le goût des promesses tenues et d'un avenir qui n'avait plus besoin d'être caché. Autour d'eux, la garde royale frappa les talons à l'unisson, un tonnerre qui scella le moment. Roberto Vanzini profita de la distraction pour essayer de se faufiler par la porte latérale, mais 2 gardes bloquèrent dès son chemin, leurs visages impassibles. Pour le méchant, la ruine demeurait. Pour Milena et Zane, le monde leur appartenait. Lorsqu'ils se séparèrent, Zane plaça le collier au saphir sur son cou. Il brillait plus fort que n'importe quel diamant sur la couronne. Il se leva, la tira avec lui et se tourna vers la sortie. « Rentrons à la maison, Roi Bibi, » dit-il. « Le jet attend, et je pense que je te dois une balade sur les dunes. » Milena regarda en arrière une dernière fois, vers les papiers non signés
et l'argent déchiré au sol. Elle n'éprouva aucun regret. Elle serra la main de Zane et marcha avec lui vers la lumière aveuglante qui entrait par les portes ouvertes, là où le son des hélices annonçait le début d'une vie que même 10 000 $ n'auraient pu acheter. 10 000 $ déchirés au sol. Pourquoi? Le véritable amour n'a pas de prix. Et nous arrivons à une autre fin d'histoire. Et nous passons aux commentaires des meilleurs amis de la chaîne, ceux qui restent jusqu'à la fin des histoires. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Vous pouvez faire le pix maintenant. Ouais, je sais, je ne changerai même pas de vêtements pour accepter la proposition. Enfin, techniquement, je devrais changer, oui, si j'étais tout sale de graisse. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir vécu chaque minute de cette histoire avec moi. D'avoir espéré, ressenti de la colère envers Roberto, vibré avec l'arrivée des hélicoptères. J'apprécie vraiment. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Cliquez sur le bouton s'abonner parce que je ne veux pas que vous manquiez les prochaines histoires. Et maintenant, jetez un œil aux histoires sur l'écran. Choisissez-en une. Ce sont des histoires différentes, mais avec la même émotion forte que vous avez ressentie ici. Cliquez et restez avec moi. Ça en vaut la peine. On se voit là-bas.